Vous m'entendez là? On m'entend? D'accord, donc tout d'abord, permettez-moi de remercier à mon tour le pavillon de l'Arsenal, et en particulier donc Dominique Alba pour votre invitation. Elle me donne l'occasion de vous présenter les fruits d'une aventure dans laquelle je me suis embarqué il y a presque 6 ans maintenant, quand je suis parti enseigner aux États-Unis, et notamment à l'université de Cornell, sur l'invitation de Nasrin, qui est peut-être là, que j'ai poursuivi ensuite pendant une année au Centre canadien d'architecture à Montréal, en lui donnant alors la forme d'une thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a quelques mois, thèse tardive, et dont je prépare aujourd'hui la publication sous le titre un peu compliqué, et du coup j'en ai pris un autre ce soir, de Palimpsestuous Ithaca, un manifeste relatif du suburbanisme. Tous les ingrédients de ce manifeste sont dans cette boîte noire dont je vais donc déployer ici le contenu. Mais avant de l'ouvrir, 2 ou 3 éclairages sur les circonstances dans lesquelles j'ai été amené à concevoir ce projet seront peut-être utiles. Tout d'abord, ma trajectoire, si j'en ai une, mes trajectoires, ne sont pas celles donc d'un maître d'œuvre, ni architecte ni paysagiste, comme l'a rappelé Dominique Alba, mais celles d'un visiteur, titre que j'avais choisi de donner à une revue que j'ai autrefois fondée et dirigée avec d'autres à la Société française des architectes, et qui se survit aujourd'hui là-bas dans une autre publication dont je tiens seulement à préciser ici, sans porter aucun jugement sur son contenu, qu'elle n'a plus rien à voir ni avec moi ni avec ceux qui avaient de près ou de loin contribué à l'original. En tant que visiteur, j'ai plusieurs héros, dont celui-ci, John Brinkerhoff Jackson, touriste professionnel et véritable parrain des Landscape Studies aux États-Unis. Dans le dernier texte, le texte qui conclut ce recueil, Discovering the Vernacular Landscape, Jackson explique que les leçons de son aventure comme visiteur des paysages en Europe et aux États-Unis peuvent se ramener à l'idée qu'il y aurait au fond 3 paysages en Occident, dans l'Occident moderne, disons. Un paysage qu'il appelle vernaculaire ou médiéval, dont il dit qu'il changeait à toute vitesse et qu'il était un patchwork de petits paysages qui font sens localement. Un paysage 2, pour lequel il a aussi plusieurs noms. Il l'appelle le paysage classique, le paysage politique ou encore le paysage aristocratique. Ce serait le paysage canonique, celui qu'on a appris à aimer. Le paysage par excellence, si vous voulez, et qui serait en tout point l'opposé du paysage 1. Là où celui-ci était mutant, celui-ci est plutôt fixe. Là où l'autre faisait sens très localement, celui-ci s'étendrait sur des échelles beaucoup plus vastes, etc. Et enfin, il y aurait un paysage 3 qu'il ne nomme pas, mais qu'on pourrait dire le paysage émergent, si vous voulez, qu'il a passé sa vie, lui, à explorer et décrire dans l'Amérique d'après-guerre. Et ce paysage 3, ce serait, si on en croit le titre du livre, une sorte de nouveau vernaculaire, un paysage qui fleurirait le long des axes de circulation, qui serait mutant tout le temps aussi, bref, un nouveau vernaculaire. Ce qui m'intéresse dans ce texte de Jackson, c'est pas tellement la classification en elle-même. On pourrait inventer d'autres couches intermédiaires entre ces 3 paysages. Ce qui m'intéresse, c'est l'hésitation dont il témoigne quant à leur appellation. L'hésitation entre un classement chronologique, ce serait des couches dans l'histoire du paysage, ou un classement, disons, de genre, ce serait des genres de paysages. De fait, je pense que s'ils sont plus ou moins datés historiquement, ces paysages-là, ils sont tous plus ou moins contemporains. Vous pourriez tous me citer un endroit qui est genre paysage 1, vernaculaire, tout ça. Vous pourriez évidemment en citer plein. Vous allez dans les jardins de l'Île-de-France, sur les routes des ponts et chaussées, le paysage politique, vous connaissez. Et enfin, le paysage 3, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ce qui m'intéresse, c'est cette hésitation.
Parce que, donc, je crois que, de fait, ils sont tous plus ou moins contemporains. Non seulement ils sont contemporains, mais ils sont tous, dans la plupart des situations, imbriqués. Ils sont tous là ensemble. Ils sont télescopés, superposés, juxtaposés, ces paysages. Et si je regarde, par exemple, vers quoi braquent leur objectif certains artistes ou photographes, en l'occurrence, je remarque qu'ils sont particulièrement attirés par ces situations de juxtaposition, de superposition, de télescopage, parce que ça raconte sans doute quelque chose de la nature des paysages que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Que ces paysages sont fabriqués de plusieurs paysages, on pourrait dire superposés les uns aux autres. Bref, que ce serait en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler des hyper-paysages. Dans un autre texte qui se trouve au milieu, tout à fait au milieu de cet autre recueil, et qui s'appelle Landscape as Theatre, je l'ai traduit ce livre aux éditions du Linteau. Dans ce petit texte, Jackson explique que la grande métaphore opératoire, à partir de laquelle le paysage classique, canonique, fut projeté, envisagé, compris, était le théâtre. Hein. Un paysage, c'était une scène d'environnement qui se déroule, qui est sous nos yeux, comme ça. Mais il nous dit, le problème c'est que nous continuons vaguement à utiliser cette optique ou ce prisme, cette métaphore du théâtre pour regarder les paysages qui nous environnent et qu'elle ne marche plus. Elle ne marche plus, dit-il, depuis 2 siècles au moins, et néanmoins nous continuons à l'utiliser. Et il nous faudrait, dit-il, une autre métaphore pour arriver à envisager ces paysages particuliers que nous avons sous les yeux. Alors ma question ici, c'est une métaphore pour quoi ? Pour le paysage 3, ou pour, ce serait plutôt ma tendance, si vous voulez, ou pour cette superposition, juxtaposition de paysages, pour des hyper-paysages. Car alors, si c'est le cas, plusieurs métaphores ont été proposées au cours des dernières décennies dans les champs de l'urbanisme ou de l'aménagement pour prendre la relève du théâtre, précisément. L'une d'entre elles, un peu élaborée, un peu sophistiquée, c'est celle du palimpseste, justement, qui compare au fond nos territoires à une page ou à des pages épaisses sur lesquelles, ou plutôt dans lesquelles, plusieurs couches d'écriture en 3 dimensions seraient superposées. Jackson aurait peut-être trouvé qu'elle était un peu controuvée, cette métaphore, puisque nous n'utilisons pas de palimpseste, et il aurait peut-être préféré celle que les mêmes théoriciens qui ont proposé le palimpseste ont proposée ensuite, qui est celle de l'hypertexte. Là, l'hypertexte, il n'y a pas de doute que nos cerveaux sont plongés dedans une bonne partie de la journée. Et l'hypertexte, au fond, c'est aussi, ce serait comparer notre territoire à des lieux, des sites, comme on dit aussi en informatique, des sites où sont présents, où sont potentiellement présents des ressources textuelles, documentaires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais entre lesquelles nous pouvons, grâce à des liens hypertextes, voyez, naviguer. Donc ça assimilerait éventuellement le projet à la création de liens hypertextes entre des ressources qui, par définition, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Alors moi, j'en sais rien. La métaphore que nous cherchons, elle est peut-être située quelque part entre la gravité du palimpseste et la liquidité de l'hypertexte. Ce que, en revanche, je crois, c'est que pour entrer dans l'intelligence d'hyper-paysage, il n'est pas tout à fait inutile de regarder en arrière dans l'histoire de l'art, de l'esthétique, et en particulier de s'intéresser à la façon dont certains artistes du début du XXe siècle, ou à partir du début du XXe siècle, se sont trouvés stimulés par l'idée de représenter, réellement ou métaphoriquement la plupart du temps, la fameuse 4e dimension. Et parmi ces artistes, je crois qu'il y en a un tout particulièrement auquel nous devrions nous intéresser, qui est Marcel Duchamp, qui s'est très métaphoriquement intéressé à la 4e dimension pendant à peu près toute son aventure intellectuelle, et son grand vers peut être lu derrière son intrigue érotico-pataphysique comme une méditation sur les rapports entre le monde tridimensionnel, machinique des célibataires qui se trouvent en bas. Qu'est-ce que je dois faire là ?